ne saurais commencer ce texte sans faire ce petit rappel. Il fut un temps, jadis, où j'avais 20 ans, et je me vois encore prenant cet engagement solennel par devers moi-même. Mon cher Jean, tu ne quittes pas ce monde cruel et absurde sans être commis d'un livre, un seul, qui puisse rendre témoignage de ton parcours sur cette terre de misérable splendeur. Et ça a débuté comme ça, pour paraphraser vous savez qui. Il y a 10 ans, j'avais composé un petit texte à partir de différentes références de lecture. Fantaisie romanesque, ça s'appelait. Et lors de nos sacro-saintes séances du vendredi soir, je présente le tout à mon ami Michel, et sa réaction est tellement sans équivoque que ça m'a donné tout un élan pour la suite des choses. C'est ainsi que 60 ans plus tard, je suis en mesure de me conformer à cet engagement des plus solennels. Je ne savais pas à l'époque quelle forme prendrait ce livre. Roman, poésie, essai philosophique, pamphlet. Finalement, ce sera un peu tout ça. Voici donc le 15e et dernier conte du 14e cycle, soit le conte numéro 180, qui termine provisoirement cette grande envolée qui s'amorça à l'automne 2016. On parle ici d'environ 1300 pages. Et ça va comme suit. Et de déclivité cristalline en charivari d'oriflamme flamboyante, encore m'aura-t-il fallu bien décortiquer toutes les subtilités qui régissent la grande mécanique des catastrophes, car comment résoudre autrement l'épineuse question des fastidieuses transmigrations par devers tous les inframondes, distillant d'infimes traces tout en grisailles sortilèges, et qui ne cessent d'estourbir toutes mes esbrouffes ensorcelées, au cœur même de mes quichotteries ô combien subversives. Or, force m'est de constater que tout au long de mon existence, c'est mes amis d'hommes qui finissent toujours par me larguer, et non les femmes, ce qui m'amène ce très joli mot de Philippe Solers, le suffrage à vue, cette espèce d'effet magnétique qui opère comme par magie. Il faut dire ici que j'ai amplement de recul dans ma vie pour affirmer sans l'ombre d'un doute que j'ai bénéficié très favorablement de cet immense avantage d'avoir eu un accès privilégié à l'univers de la femme. Et à cet égard, ce petit flash, si révélateur. Je revois très bien la scène, décembre 70, à l'école Sainte-Marguerite, où Marie enseignait aux tout-petits, les 5-6 ans. J'ai 26 ans, marié depuis moins de 2 ans. C'est le party de Noël dans le petit gymnase de l'école. Une douzaine de personnes, dont une certaine Jolène, fort jolie au demeurant, début trentaine, dûment mariée à un type dans la quarantaine. Quelqu'un met un slow. Les Platters. Only You, je crois bien. Et la dite Jolène, sans même demander mon avis, demande assez langoureusement devant tout ce beau monde. On a beau être dans une pénombre plutôt opaque, je vois bien que tout le monde n'a Dieu que pour nous. Grand malaise chez moi, et sûrement aussi pour Marie. Autre petit flash ici. Cette scène si souvent vécue. Je suis en file d'attente pour passer à la caisse de l'épicerie. Devant moi, une jeune maman avec son bébé, lequel bébé m'offre toujours un de ces sourires d'une béatitude tellement belle que j'en suis, ma foi, éberlué à chaque fois. Et cet autre témoignage, la belle Muriel, alors que j'enseignais en secondaire 1 et qu'on assistait à la remise de prix à l'auditorium, de s'approcher de moi et de me murmurer à l'oreille « Mais qu'est-ce que tu le fais? Elles sont toutes en amour avec toi! » Je me souviens très bien. Sa fille était dans un de mes groupes et avait sûrement dû lui faire part de ce suffrage à vue. Idem lors d'une épluchette de blé d'Inde au parc des Pionniers, où une ancienne élève qui portait très bien son nom, Guylaine Joly, alors dans la quarantaine, m'avait candidement avoué qu'à l'époque, toutes les filles étaient en amour avec moi. Et bien plus tard, aux funérailles de ma chère tante Claire, lors de la réception au château Joliette, toute une tablée de dames, ma foi, plutôt âgées. Tante Claire est morte à 92 ans, et l'une d'elles, absolument sans vergogne, de m'interpeller d'une voix assez forte pour que je l'entende très distinctement.
Oh, le beau jeune homme que voici. J'avais quand même 61 ans. Et que dire de ce témoignage pour le moins stupéfiant lors d'une soirée au Café Robinson, quelque part, au début du millénaire. Parle, jase, et au fil de la discussion, il y a une certaine Ghislaine Paradis, l'amie de cœur du capitaine Pat, qui me confie le plus naïvement du monde qu'à l'âge de 15 ans, en 1962, elle allait fréquemment chez son grand-père, le monsieur Paradis, propriétaire du 543 Saint-Viateur, et que par la fenêtre de la cuisine du grand-papa, elle avait pris l'habitude de guetter mon retour du collège en fin d'après-midi. Ah, secrètement était-elle tombée en amour avec moi. Et voilà le plus étonnant, que cette vive flamme ne s'était pas complètement éteinte. Stupéfiant, non? Ah, ce satané suffrage à vue. Heureusement que je n'en ai jamais eu pleine conscience, car ma vie s'en serait vue taxée d'un facteur de complexité certainement non négligeable. Cela étant dit, je reviens sur l'épisode de la belle Lise Lamarche, celle du tennis. On a 14-15 ans. À bien y penser, je crois qu'elle avait dû, d'une manière ou d'une autre, faire comprendre à mon ami qu'elle me préférait, car c'est la seule explication pour comprendre le changement d'attitude d'Yvan, changement radical. Agressif à mon égard était-il devenu, et un beau jour, alors que je revenais du collège, il m'attendait, sournoisement caché à l'arrière de la station des pompiers, et là, de me sauter dessus par l'arrière, en m'appliquant une clé de bras à la gorge. Et moi, dans un effort ultime pour me dégager, je m'empare de sa main droite et tire de toute ma force. Ma main glisse et j'accroche au passage son petit doigt qui se retrouve, bizarrement, à angle droit avec sa main. Ce fut la fin définitive d'une belle amitié. Je me rappelle tellement. Il me jouait à ma demande l'ouverture du concerto de piano de Tchaïkovski. Et allez donc savoir pourquoi me vient cette image. La cour de récréation Couvent Sainte-Anne, 1971, sa dernière année d'existence. Or, j'adorais me lancer au baseball, et lors des récrés à l'automne ou au printemps, j'allais me mêler aux élèves offrant à qui voudrait bien me servir de receveur. Je me rappelle tellement. Yvan Pellan, 15 ans, mais en paraissait 18 avec son début de moustache noire. Costaud, because travaillait sur la ferme. Et il accepte de recevoir mes lancers. Il faut dire ici que je possédais une assez bonne balle rapide, agrémentée qu'elle était d'une légère courbe vers la droite pour mon ultra rapide ou d'une large courbe molle vers la gauche pour ma balle lente. J'avisais toujours Yvan. Ben là, Yvan, ça va courber sur la droite. Mais v'lan, mon ultra rapide qui exigeait une grande vigilance en regard à sa trajectoire. Sinon la balle, très dure cette balle, vous arrivait non pas dans le panier du gant, mais directement sur la paume, qu'amortissait à peine l'épaisseur du cuir. Ah, ce cher Yvan, à la fin de la récré, me faisait un large sourire, tout en me montrant sa main gauche qui avait singulièrement épaissi sous les coups de boutoir de ma balle rapide. Pas une plainte, mais la fierté d'avoir affronté ce prof quelque peu arrogant peut-être. Et l'hiver, sur la patinoire jouxtant le collège, c'était mon petit de charme que j'affrontais, question de mettre à l'épreuve ses talents de gardien de but. Il était bien protégé avec son équipement de goaler. Et j'y allais solide avec mon lancer frappé et mes feintes afin de déjouer sa vigilance. Ce qui m'amène à ces deux incidents. C'était un vendredi 13, je crois, car comment expliquer cette suite de déconvenues si funeste pour moi? Je vous situe donc. On est à la fin du grand festival d'hiver 1971. Se déroulait en matinée la prestigieuse compétition de ballon-ballet opposant la meilleure équipe de filles du couvent Sainte-Anne contre celle des professeurs. Oh là là! Toute l'école était debout sur les bancs de neige cerclant la patinoire. On jouait pour l'illustrissime Coupe Sainte-Anne. Le match était âprement disputé. 3-3 la marque. Ne restait que 2 minutes à la partie. Foule en délire, nous huant copieusement.
Et c'est exactement là que je vois l'ouverture, béante. Mon œil de faucon maltais allié à mon sens inné de l'anticipation, et je fonce droit devant alors que dans ma tête, je me vois déjà enfilant le but de la victoire, le super-héros du Festival 71. Et je laisse derrière moi, grâce à ma foulée irrésistible, 2 de mes adversaires qui me regardent passer, médusés. J'accélère la cadence, fonçant à fond la caisse tout du long de la bande, et je remarque à l'instant même mon regard oblique. La Nicole Boisvert, une costaude, une fille de ferme, 5 pieds 8 pouces, dans les 160 livres, et qui se met en branle. Elle presse le pas, et je sais alors avec une certitude absolue que nos 2 trajectoires vont fatalement s'intersecter dans environ, je dirais, une seconde d'écart, et impact. Et cette image fugace qui traverse mon esprit, son surnom, la Panzer Noire, et elle me rentre dedans à la façon d'un char d'assaut, et je me vois tout écrapouti dans la bande, dans un envol de cul par-dessus tête, ma tuque projetée dans le banc de neige et mon balai qui continue tout seul sa course sur son air d'aller et le ballon qui le précède. Et c'est dans une lenteur hypnotique que je m'effondre sur la glace avec 36 chandelles qui me tournent autour de la tête. Mais ce n'est pas tout, car il m'est alors loisible d'observer la suite des choses depuis ma position à ras la glace. Et je vois la petite Francine Brassard récupérer le ballon. Une petite futée, celle-là, et qui repère la capitaine Luce Aubin qui s'est mise en position de recevoir la longue passe en diagonale. Tout ça se fait devant moi. J'aurais pu allonger le bras et couper la passe, mais trop hébété j'étais. Et elle, le capitaine, de se présenter devant Gabriel Landry, notre gardien de but émérite, et de lui présenter une feinte, mais alors une de ces feintes absolument imparables, et de pousser très élégamment le ballon au fond du filet. Victoire des filles sous un tonnerre d'acclamations. Heureusement, il y avait le dîner pour me remettre de mes émotions, car en après-midi se tenait la grande finale tant attendue opposant les meilleurs joueurs de la 9e année à l'équipe des professeurs. Presque tous de la 9e C, car les meilleurs joueurs de hockey sont rarement les meilleurs académiquement parlant. Cette fois-ci, la bagarre va être féroce, notre honneur à laver, et ça, ce n'est pas rien. La partie commence sous le regard de centaines d'élèves massés qu'ils étaient tout autour de la patinoire. Le jeu est très offensif, un score de 4-4 en fin de partie. J'ai 2 buts à mon actif. Forcément, je deviens la cible des plus costauds. Puis on a sifflé la fin du temps réglementaire. Période supplémentaire. La tension monte de plusieurs crans. Claude Henry, mon meilleur ailier droit, vient me souffler à l'oreille. « Mon Dieu, c'est le temps ou jamais !» La mise en jeu se fait et comme toujours, il fonce droit devant avec la rondelle. J'embraye en 4e vitesse, il me repère, il me fait une passe parfaite directement sur la palette et moi de me faufiler devant le premier attaquant lui passant subtilement la rondelle entre les patins. Je la récupère en pleine course, la réexpédie à Claude Henry qui presse la cadence et se moque littéralement du défenseur gauche. Et comme je l'ai le hélé pour lui signifier ma position stratégique devant le filet, j'étais en pleine course et fonçais tête baissée. Erreur de débutant. Ne sachant pas qu'au même instant, ça menait en trombe le seul défenseur restant, le plus costaud, Yves Beaulieu, je me rappelle, et lui de lever le coude un peu négligemment, convaincu qu'il va me stopper solide. Et voilà mon nez qui percute ce coude, ce qui va littéralement me mettre KO. Oh, j'ai vu toutes sortes d'étoiles. Et mon nez, oh là là, ensanglanté. Effoiré, j'étais sur la glace. On a dû me sortir de la patinoire pour aller m'étendre dans la cabane chauffée, là, juste à côté. Et j'apprends que la partie ne sera jamais terminée, because mon nez, aïe, aïe, aïe. Vous ai-je dit qu'on était un vendredi 13? Mais voilà-t-il pas que grand-maman a fait surface. Ah là là, tout un personnage. Né à Saint-Jacques-de-Montcalm en 1890, ça fait toujours un peu bizarre d'avoir connu des gens qui vivaient au 19e siècle.
Elle avait développé à 72 ans toute une passion pour les matchs de lutte que la télé commençait à présenter au début des années 60. En noir et blanc, images plus ou moins floues, because la technique pas très au point, sur téléviseur à écran de 19 pouces, vous imaginez. Et c'est ainsi qu'avec mon bon copain Bernard, on se pointait le mercredi soir, vers 20h, pour cette sacro-sainte représentation chez grand-maman Marianne, à un jet de pierre de chez moi. C'était Michel Normandin qui assurait la description des combats furieusement disputés. Tout ça présenté par la brasserie, et je remarque la même bière que papa buvait. D'or! Et grand-maman, se tenant sur le bout de sa chaise, imposait un silence absolu, car elle ne voulait rien perdre de ce spectacle si plein de rebondissements, mettant en scène l'éternel combat des bons contre les méchants. Et au programme ce soir, ces deux incontestables favoris, Johnny Rougeau et Édouard Carpentier, qui devaient affronter en grande finale, en combat par équipe de 2 pour le championnat mondial des poids lourds. Et une jolie dame, assez légèrement vêtue, nous présentait la célèbre ceinture emblématique tant convoitée. Mais tout cela ne viendrait que bien plus tard dans la soirée. Au fait, vous souvenez-vous du titre de l'émission? Titre à la fois cordial et quelque peu équivoque, il me semble. Ça s'appelait « Sur le matelas ». Par ailleurs, était-ce qu'elle venait d'une autre époque où le sexe était diabolisé because l'emprise totale de l'Église catholique sur l'éducation nationale? Ainsi, j'imagine que ça devait l'exciter quelque peu de voir se balader comme ça, en petite tenue, de gros mâles tout musclés, bien huilés, se tapochant qui mieux sur la gueule. Or, en première partie de programme, on présente les deux belligérants, L'art et Moquin qui affrontera Argentina Rocca, le roi de la savate. Voilà le gong, c'est le début du combat, mais on sent bien que la foule n'a pas encore embarqué. Bon, combat ennuyant, mais voilà pas qu'on nous présente la bataille des nains. Et j'ai nommé Sky Loulou et Little Beaver. Ah là, ça s'anime. La foule toute joviale est conquise. Michel Normandin décrit. Little Beaver se glisse habilement derrière Sky Loulou et lui applique la redoutable prise du sommeil. Et on voit bien que Sky Loulou va perdre ce match because il a dormi sur la job. Et l'annonceur maison qui présente le match suivant. Les frères Leduc contre les abominables japonais. Hirohito Yamamoto. Ah là là, la fébrilité monte encore d'un cran dans tout le forum. L'animosité à l'égard des Japonais est palpable, car, c'est bien connu, ce sont d'abjects hypocrites doublés d'une sournoiserie sordide et crapuleuse. Et voilà les deux salopards aspergeant de sel les quatre coins de l'arène, soi-disant pour purifier l'esprit des lieux. Et du coin de l'œil, j'observe grand-mère qui s'agite de plus en plus. Je les haïs en Moses, eux autres. C'est des maudits pas fiables. Ils pensent à rien qu'à faire des mauvais coups. Et Michel Normandin, d'exulter en voyant un des Leduc appliquer la terrible clé de bras japonaise. C'est une prise de soumission impossible à dénouer. Et le Normandin d'y aller de son classique « 1, 2, 3 » annonçant la victoire des frères Leduc sous l'ovation monstre de la foule. Enfin, on arrive à la grande finale. C'est le clou incontestable de la soirée. Johnny Rougeau en équipe avec Édouard Carpentier, un jeune Français qui sera super vedette à Montréal. Opposé au perfide Vladek Kowalski. « Ça doit être un maudit communiste !» de s'exclamer grand-maman. Et à l'imprévisible Maurice Mad Dog Vachon. « Il a bien l'air d'un maudit fou, lui !» Au son du gong, le combat commence, et déjà Rougeau est en difficulté. Kowalski est en train de l'assommer à grands coups de chaise. « L'arbitre! Qu'est-ce qu'il fait, l'arbitre? Il est-tu aveugle? » Carpentier vole au secours de Rougeau. Mad Dog s'en mêle, bagarre générale. L'arbitre est dépassé, sonne la fin du combat. Ce sera match nul. Ah là là, grande déception chez les spectateurs. Et grand-maman d'exprimer son dépit. C'est ça Dieu qu'on sent s'énerver de même. Les arbitres sont pas bons, ils laissent tout passer les mauvais coups. C'est pas juste.
Mais entre-temps, des bagarres s'étaient déclarées dans les gradins. On a même craint l'émeute, un peu comme celle du Rocket en mars 55, ici même, au Forum. Et nous de quitter, ayant passé un bon moment en compagnie de grand-mère, qui n'aura jamais douté de l'authenticité de ces batailles bestiales, malgré nos commentaires, genre « Ben voyons, grand-maman, tout ça s'est arrangé avec le gars des vues, c'est juste du fake !» Et de tumulte saccageur en ressac de souvenirs somptueux, aux somnolescences oisives, je vous jette comme ça quelques petites parcelles de miettes fractales aux miragineries fastueuses et fantasques. Faudrait surtout pas que j'oublie de vous parler de l'étrange et mystérieux Gabalécoon Chamanjat. Ce que je ferai bientôt, mais avant toute chose, ce petit florilège de petits trésors en clin d'œil furtif. Ainsi, cet extraordinaire moment vécu par devers la petite Nancy Desrosiers, cours de géo, secondaire 1, et 11-12 ans. Toute la classe travaille en silence avec grande assiduité. Et moi, comme toujours, dans ces moments-là, je suis plongé dans ma lecture. Cette fois-ci, Patrick Süskind, Le Parfum, en livre de poche. Mais voilà-t-il pas que du coin de l'œil, je vois s'approcher la petite Nancy de mon bureau. Je dépose mon livre sur ma table et j'attends sa question. Mais elle, contre toute attente, et avec une délicatesse extrême, et sans me quitter des yeux, où je sens bien percer comme la petite pointe acérée d'un jugement moral, de tendre la main gauche vers mon livre et de le retourner à l'envers, comme si cette action était indépendante de sa volonté. Tous ceux qui connaissent l'édition de poche du Parfum de Patrick Süskind comprendront tout de suite, je venais de l'offenser dans sa pudeur d'enfant. Rappelons ici que l'illustration en page couverture représente le détail d'un tableau du XVIIIe siècle, où on peut voir très clairement le corps d'une jolie jeune femme nue et bien en chair, étendue endormie sur un canapé. Tableau d'Antoine Watteau, nymphe et satyre. Et je la regarde retourner à sa place, la petite Nancy, me disant à moi-même, qu'est-ce qu'elle peut bien penser de moi, là, tout de suite? Et bien plus tard, en secondaire 3, les 16 ans, beau moment avec mon petit caïd de la classe, Michel Belrose, qui à brûle-pourpoint s'approchait de temps en temps de moi et me glissait comme ça à l'oreille, sans prétention. Mon cher Jean, sexe, drogue, rock'n'roll et Carlos Santana. Puis oublie pas, je peux t'en avoir du Christ de bon. C'était bien gentil de sa part. Et vu mon grand âge, je vous avoue bien candidement pratiquer une espèce de jogging mental par devers mon jeu de patience. À ce jour, j'en suis à ma 12 920e partie. Et tant qu'à parler de chiffres, je vous déclare mon obsession, voire ma fixation sur le chiffre 4. Or, dans la nuit du 22 mars 2026, l'ambulance amène Charlotte à l'hôpital. On soupçonne une sévère fracture de l'avant-bras gauche suite à une chute brutale. On m'a aimablement permis de l'accompagner. Je me revois sur mon petit strapontin adossé à la conductrice. Et Charlotte allongée sur sa civière devant moi et qui s'entretient avec la deuxième ambulancière. Et au-dessus de la porte arrière, une horloge numérique affichant, ma foi, des chiffres si gros que même un super myope pourrait les lire. Et je lis 4 heures 44 minutes 44 secondes. J'étais servi. Et je vous conduis à la sortie avec mon super yacht, reçu en cadeau, mon papa juste avant de quitter pour ses vacances avec maman à Atlantic City. J'allais faire la mise à l'eau sur le grand bassin du parc La Joie. On est en 1952. Ce petit yacht faisait bien 20 pouces de long et fonctionnait à batterie. Pas de télécommande, bien sûr. D'autres gamins lançaient leurs petits voiliers. Peut-être étaient-ils jaloux, allez donc savoir. Ce qui fatalement amène Rimbaud, le bateau ivre. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi
plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Et voilà, après 10 ans de travail et 1300 pages de texte, sans doute y aura-t-il une suite. Allez, au plaisir de se revoir bientôt, si Dieu le veut. Un beau prix. Santé, mon homme. Merci. Pour ça, quand même, c'est comme un petit moment historique à ce moment-là. C'est la fin de l'époque. Ok.